Entre 1905 et 1972, plus de 70 000 Américains ont été stérilisés. L'administration les jugeait déficients et inaptes à la reproduction. Parmi les victimes, plus de 8 000 étaient originaires de l'État de Virginie, en majorité des enfants et de jeunes adolescents. Tous furent stérilisés dans le plus grand asile des États-Unis, la colonie de Lynchburg. En 1946, Mary Donald n'a que 11 ans lorsque le shérif l'envoie à Lynchburg. Mary, son frère et sa sœur ont été stérilisés par des médecins officiels. La colonie de Lynchburg était à l'origine un centre réservé aux épileptiques et à ceux que l'on déclarait faibles d'esprit. Mary, elle, y fut internée parce qu'elle était pauvre et sans instruction. Aux yeux de l'administration, Mary était un fardeau. Je disais, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que je fais ici? Donc l'infirmière descend. Elle descend et me met dans l'ascenseur et m'emmène à l'hôpital, dans une des salles de l'hôpital. Et là, la première chose qu'ils m'ont faite, ça a été de me mettre dans une baignoire et de me laver, quoi. Bon, mais j'étais assez grande pour me laver toute seule. Seulement, ils le faisaient à haute place, quoi. Après, je suis restée là un moment. Le docteur, il s'appelait le docteur Ramsey. Il m'a examiné de tous les côtés pour voir si je... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je revois très bien. Et puis après, je suis restée encore un moment dans l'hôpital. Ils m'ont emmenée dans une autre salle, la salle numéro 5. C'était la première fois que je voyais une salle d'hôpital. J'étais gamine, je devais avoir 10 ans. Personne ne dit à Mary que c'est à la colonie de Lynchburg que l'on va l'interner. À son arrivée, terrorisée, elle rejoint les quelques 1700 autres internés. Parmi eux, des épileptiques, des malades mentaux légers et des malades plus gravement atteints. Pourtant, la majorité d'entre eux avaient été internés après un faux diagnostic qui les déclarait faibles d'esprit. En d'autres termes, tous les blancs de Virginie sans instruction, ceux que les autorités avaient décrétés socialement inadaptés. Lynchburg était ainsi devenue une sorte de décharge publique chargée de les accueillir. C'est là que des milliers d'individus comme Mary allaient être stérilisés. Ils m'ont dit, vous devez vous faire opérer. Alors j'ai dit, de quoi? Et ils ont dit, c'est pour votre bien. Ils ne m'ont pas du tout dit que c'était pour devenir stérile et que quand je me marierais, je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Ils m'ont jamais dit ça. Alors après, je suis restée 2 semaines à l'hôpital. J'étais dans le coma. Ils m'ont stérilisée à l'âge de 11 ans et j'ai failli y rester. Et la seule chose dont je me souviens, c'est ce que l'infirmière a dit. Sa vie est entre les mains de Dieu. Je devais avoir quelque chose comme 16 ans quand on m'a dit ce qui s'était passé. Ils ont fait la même chose à des tas de filles. Un paquet de filles. J'étais pas la seule. Et il y avait une fille, ils l'ont opérée. Il faut que je vous le dise, elle était enceinte. Ils ne l'ont même pas examinée pour voir si elle était enceinte. Ils l'ont opérée direct. J'arrive pas à trouver les mots. Ils ont fait l'opération et quand ils l'ont opérée, ils ont tué un petit bébé. C'est en 1980 que l'on découvrit le programme de stérilisation de Lynchburg. Un journal, le Richmond Times-Dispatch, parla d'abord de 4000 adolescents stérilisés. Des enquêtes plus poussées avancèrent le chiffre de 7500 victimes. Le bilan officiel fait finalement état de 8300 personnes.
Quand l'affaire éclata, Judy Crockett était membre de l'American Civil Liberties Union, l'association américaine pour la défense des libertés civiques de Richmond, en Virginie. Convaincue que la stérilisation des enfants de Lynchburg avait été une violation de leurs droits constitutionnels, l'association voulait, au nom des victimes, intenter un procès à l'État de Virginie. L'État de Virginie a été très gêné quand l'affaire a éclaté au grand jour. On ne parlait plus que de ça. Il y a eu un battage énorme. Et vous savez, la Virginie est très fière de son histoire. Mais ça, c'était un morceau d'histoire dont il ne pouvait pas être fier. Aucun État n'aurait pu en être fier. Et nous, bien sûr, nous ne voulions pas étouffer l'affaire. Nous voulions aller jusqu'au bout pour que justice soit faite. Nous voulions que la loi soit abrogée pour que ça ne se reproduise plus jamais. Et la meilleure façon d'y arriver, c'était d'agiter le scandale pour susciter la honte, pour que le plus grand nombre de gens sachent ce qui s'était réellement passé. Quand Lynchburg ouvre ses portes en 1910, des milliers de Blancs de Virginie, les pauvres des campagnes, sont emmenés de force à la colonie. La plupart viennent des petites communautés des montagnes de Blue Ridge, enfants issus de familles pauvres, de jeunes orphelins, mais aussi des familles tout entières. Le premier à diriger la colonie, le voici, Dr Albert Priddy. Sa mission, stériliser les détenus. En 1924, le Dr Priddy eut besoin d'une nouvelle loi concernant la stérilisation, une loi que la Cour suprême des États-Unis allait valider. Le docteur Harry Laughlin, un biologiste éminent, rédigea le projet. La loi Laughlin imposait la stérilisation obligatoire aux aveugles, aux sourds, aux infirmes, aux alcooliques, aux drogués, aux tuberculeux, aux syphilitiques et aux lépreux. Elle s'adressait également aux criminels, aux faibles d'esprit, ainsi qu'aux pauvres et aux sans-abri. Ils voulaient garantir la pureté de la race blanche et empêcher ce qui nuirait à cette pureté de se reproduire. Ils ne voulaient pas aller jusqu'à les tuer, mais ils étaient prêts à tout pour que ces gens ne puissent pas avoir d'enfants. Et le projet en question, du point de vue légal, était censé viser seulement les retardés mentaux ou les personnes atteintes de maladies mentales de type héréditaire, des maladies qu'elles pourraient donc transmettre à leurs enfants. Mais en réalité, ce projet visait surtout les pauvres, les adolescents pauvres, je dis bien des adolescents, parfois même très jeunes, issus de familles désunies, des filles violées ou qui avaient eu des enfants hors mariage, ou bien des garçons qui avaient commis des vols ou qui étaient partis de chez eux. La plupart du temps, c'était des assistantes sociales qui les retrouvaient et qui les confiaient au centre pour qu'ils soient stérilisés. Le docteur Paul Lombardo mit 13 ans à reconstituer l'histoire du programme de stérilisation de Lynchburg. Des recherches commencées au palais de justice de comté de Amherst, c'était là que l'on délivrait les autorisations des stérilisations effectuées à Lynchburg grâce à une loi que la Virginie avait votée en 1924. Le fondement de la loi, c'est la théorie de l'eugénisme. Pour nos oreilles modernes, le mot eugénisme peut paraître étrange. Mais pour les gens de l'époque, ce mot désignait la science de la bonne naissance, si on peut dire. Autrement dit, c'était la science de la bonne reproduction et de la bonne hérédité. Elle veillait à ce que les gens productifs et bien portants se marient entre eux, qu'ils aient des enfants, et empêchait que les autres, ceux qui n'étaient ni productifs ni bien portants, fassent des enfants. 1883, un scientifique britannique, Sir Francis Galton, parle le premier d'eugénisme. Galton, cousin de Charles Darwin. Les eugénistes voulaient ainsi favoriser la survie des plus aptes en éliminant les autres, les inaptes, par une opération de stérilisation.
Les eugénistes se servirent des lois concernant l'hérédité végétale ou animale et essayèrent de les appliquer au genre humain. Les eugénistes pensaient qu'un État devait avoir le pouvoir d'empêcher certaines personnes d'avoir des enfants. Des réformateurs sociaux, de gauche comme de droite, furent séduits par l'idée de la stérilisation eugénique. Des écrivains, tels que Wells et George Bernard Shaw, des hommes politiques, comme Winston Churchill, crurent que la stérilisation eugénique renforcerait la vigueur d'une nation et allégerait les dépenses de couverture sociale des hôpitaux et des prisons. En Grande-Bretagne, les idées de Galton furent bien accueillies par la population, mais les députés, eux, les rejetèrent. En Amérique, les thèses eugéniques ont été considérées comme des moyens pratiques pour limiter la reproduction de ceux qu'on ne voulait pas voir se reproduire. La stérilisation obligatoire trouva de puissants appuis au sein de la classe politique. Mais les gouvernements des différents États n'étaient pas les seuls à y être favorables. La stérilisation eugénique fut bien accueillie par la population. Dans les foires populaires, entre la palme du meilleur éleveur de cochons et du meilleur boulanger, on décernait aussi le prix de la meilleure reproduction aux familles les plus aptes. C'est ainsi que le mot d'eugénisme entra dans le vocabulaire courant. Hollywood, à son tour, se mit à faire des films. Sit down. I want to talk to you. I'm Miss White of the Welfare Association. You're 17, aren't you, Alice? Yes. But what have you done with my folks? Well, we thought it necessary to present your family's case to the State Medical Commission. And after an examination, they decided there was but one important action to take. To have your entire family sterilized. Why, what's that? I don't know what you're talking about. Well, we investigated your family's history, Alice. And those of the past 3 generations have been feeble-minded, congenital cripples, or habitual drunkards. Instead of improving, each generation is more of a problem. Now, in this state, we have a law which provides for such people to have an operation so there won't be any more children. I see. You can go back to your job soon. I'll arrange to have it held open for you. But I'm keeping my job. I'm not going anywhere. Now, you're going to the hospital, too, Alice. And you mean they're going to stop me from having children ever? Exactly. I'm all right, I tell you. I won't go to any hospital. Plusieurs États ont expérimenté des lois qui autorisaient la stérilisation des personnes internées dans des établissements publics. Mais en général, ils n'ont pas appliqué ces lois de façon systématique. Certains États les ont abrogées en les déclarant non constitutionnelles et contraires aux libertés fondamentales. Ailleurs, les autorités n'y ont simplement jamais eu recours parce qu'elles en redoutaient le caractère trop radical. Mais depuis la célèbre affaire Buck, qui a d'ailleurs été entendue dans le tribunal où nous sommes, en 1927, les États ont commencé à très bien accepter l'idée de la stérilisation systématique. Avec l'affaire Buck, c'était la première fois que la Cour suprême des États-Unis déclarait constitutionnelle la stérilisation d'un individu susceptible, selon les mots mêmes de la Cour, d'avoir des enfants socialement inadaptés. L'affaire Buck, c'est l'histoire d'une adolescente, Carrie Buck. Carrie venait d'une famille pauvre qui vivait dans les bas quartiers de Charlottesville, en Virginie. Sa mère, Emma, soupçonnée de prostitution, avait déjà été internée à Lynchburg, jugée faible d'esprit. Carrie avait été confiée à des parents adoptifs, John et Alice Dobbs. John Dobbs travaillait dans les chemins de fer de Charlottesville. Il avait une certaine influence dans les affaires locales. À 16 ans, Carrie fut violée par un neveu des Dobbs et tomba enceinte.
En 1924, Carrie accoucha d'une petite fille qu'elle appela Viviane. Carrie fut dite arriérée mentale. C'était elle la victime du viol, mais c'était elle qu'il fallait punir. Et Carrie fut envoyée à la colonie de Lynchburg. Un matin, Carrie fut conduite à la gare et emmenée à Lynchburg. L'histoire de Carrie détermina celle de dizaines de milliers d'adolescents aussi démunis qu'elle. Carrie Buck arriva à Lynchburg dans de terribles circonstances. Après lui avoir arraché sa fille Viviane, on la fit passer devant le docteur Albert Preddie. Le docteur Preddie avait pour mission officielle de débarrasser la nation de gens comme elle. Il entendait prouver que la faiblesse d'esprit était héréditaire. La mère de Carrie, qui était déjà à Lynchburg, avait été cataloguée faible d'esprit. Le docteur Preddie tenait donc ainsi 2 générations de la famille Buck. Le cas de Carrie et de sa famille fut stratégique pour lui. En faisant appel auprès de la Cour suprême, il espérait cette fois et une bonne fois pour toutes faire valider constitutionnellement la loi de stérilisation appliquée en Virginie. La personne la plus importante, après le docteur Preddie, a sans doute été Aubrey Strode. Aubrey Strode était procureur et lors de l'affaire, il représentait la colonie. Il était par ailleurs sénateur, mais c'était surtout un lobbyiste actif. Strode rédigeait des projets de loi pour des gens comme le docteur Preddie. Face à lui, Irving Whitehead était chargé d'assurer la défense de Carrie Buck. Mais M. Whitehead était plus que mêlé aux intérêts de la colonie de Lynchburg. Il avait fait partie du premier comité de direction de l'établissement. Et bien avant 1924, il avait voté en faveur de la stérilisation. Whitehead et Strode étaient amis. Ils avaient grandi dans le même village. Plusieurs fois associés en affaires, mêmes opinions politiques, ils avaient tous deux fait pression auprès des pouvoirs publics pour augmenter les subventions de la colonie de Lynchburg. Finalement, l'affaire soumise à la Cour suprême avait tout d'une affaire de famille, puisque toutes les parties en présence, l'avocat de Carrie Buck y compris, étaient nettement favorables à la stérilisation. C'était un pur scandale. Cette affaire a été un véritable scandale puisqu'ils ont obtenu gain de cause et que leurs idées sont passées. Avant d'atteindre la Cour suprême, l'affaire Buck passa devant d'autres cours. La preuve principale contre Carrie émanait de la déposition du docteur Harry Laughlin, l'homme qui avait rédigé le projet de loi en faveur de la stérilisation. Laughlin n'avait jamais examiné Carrie, il ne l'avait même jamais rencontrée. Le docteur Laughlin dirigeait le bureau des études eugéniques de Long Island dans l'État de New York. Cet organisme dépistait les familles dites à problème et préconisait l'application de mesures eugéniques comme la stérilisation obligatoire. Laughlin avait des centaines d'hommes sur le terrain. Il récoltait des informations qui lui servaient à demander la stérilisation de telle ou telle famille. Il était en rapport direct avec des médecins, comme le docteur Preddie de Lynchburg, et témoignait très souvent à titre de spécialiste dans des affaires liées à l'eugénisme. Laughlin n'a jamais rencontré Carrie Buck. Il ne l'a jamais examinée non plus. En réalité, il ne l'a même jamais vue. Et malgré cela, il a fait une déposition contre elle.
Sa déposition lui avait été dictée mot pour mot par le docteur Preedy. On y retrouve les expressions que Preedy lui-même a employées pour décrire la famille Buck. Ces fainéants, ignorants et bons à rien, viennent grossir les rangs de la classe des Blancs antisociaux du Sud. Dans le dossier Buck, que la Cour suprême a archivé, cette phrase est soulignée 3 fois. Laughlin a dit de Carrie qu'elle était socialement inadaptée et moralement délinquante parce qu'elle avait eu un enfant sans être mariée. Par ailleurs, tous les indices prouvaient qu'elle souffrait d'une déficience héréditaire dont sa famille était la cause et qu'elle-même transmettrait à ses propres enfants. À ce témoignage est venu s'ajouter celui d'une femme dénommée Caroline Willem. Infirmière à la Croix-Rouge, Mademoiselle Willem était très proche de la famille Buck. Elle avait eu l'occasion d'observer Vivian, le bébé de Carrie, jusqu'à l'âge de 6 mois. Quand la Cour lui a demandé de décrire le comportement de l'enfant, Mademoiselle Willem n'a rien pu dire de précis. Elle a seulement dit « Cet enfant avait quelque chose d'étrange. Je ne sais pas très bien quoi, mais elle avait quelque chose d'étrange. » C'est sur ce mot que s'est fondée l'accusation pour demander la stérilisation de Carrie. On a fini par la condamner parce qu'elle représentait l'une des 3 générations de dégénérés. Sa mère représentait la première, elle la seconde, et sa fille Viviane, qui avait quelque chose d'étrange, la 3e. Au printemps 1927, l'affaire Buck passa devant la Cour suprême des États-Unis. Le juge Oliver Wendell Holmes présidait l'audience. Holmes est l'un des grands noms de la jurisprudence américaine. On le considère généralement comme un libéral. Mais dans l'affaire Buck, son verdict priva des dizaines de milliers d'Américains du droit d'avoir des enfants. Holmes autorisa la stérilisation obligatoire en ces termes. Les raisons qui président à la vaccination obligatoire incluent celles qui légitiment l'ablation des trompes de Fallope. Holmes a conclu l'audience par une phrase devenue célèbre en disant de Carrie qu'elle était en réalité la mère faible d'esprit d'une fille faible d'esprit, elle-même ayant été la fille de sa mère, déjà faible d'esprit. Et son tout dernier mot a été « 3 générations d'attardés, cela suffit ». Il a déclaré constitutionnelle la loi de l'État de Virginie qui pouvait donc s'appliquer à Carrie et à bien d'autres. Do you know anything about her family background? Yes, Your Honor, I do. There are several other children, aren't there? Yes. What is their condition? One is a cripple, 2 others might be classed as feeble-minded. Isn't the oldest son in jail? Well, yes, I believe so. And knowing all that, you still contend that this girl should be allowed to bring more people like that into the world? She's sound, Your Honor. She's not anything like the rest. Surely she should be given a chance to work out her own salvation. I can't agree with you, Doctor. Suppose she is normal. The chances are that her children will inherit the family taint. Isn't that possible? But, Your Honor, I'm sorry, Doctor. 3 generations of unfit are enough. Petition not allowed. Don't you understand what you're doing? Look at me. Can't you see that I'm well and strong? And I'll be a good mother too, Judge. Honest, I will. Avec l'affaire Buck, les dernières barrières étaient levées. Les États américains se mirent à stériliser systématiquement les citoyens pauvres et marginaux. L'eugénisme devint la pierre angulaire de la politique sociale américaine. Les États entrèrent en compétition. C'était à qui stériliserait le plus grand nombre de citoyens et à qui ferait faire au pays les plus grandes économies. « 1933, Hitler au pouvoir. Très vite, il fait voter une loi relative à la stérilisation eugénique. Hitler aspire alors à la reproduction d'une humanité idéale. Sa loi sur la stérilisation marque le début de l'Holocauste. Pendant les 3 premières années, les nazis stérilisent plus de 225 000 personnes. Au total, on en décomptera un demi-million. Pendant toute la période nazie, les stérilisations augmentèrent considérablement aux États-Unis.
Les autorités de Lynchburg se félicitèrent de la loi sur la stérilisation imposée par Hitler. Le rapport annuel de 1933 exalte les mérites de la grande République allemande. Les hommes de la colonie y écrivirent « Utilisez avec vigueur le couteau de la purification ». La loi de Hitler doit beaucoup au texte juridique du Dr Harry Laughlin. Et en 1936, les nazis célébrèrent la contribution de Laughlin à la purification de la race, en lui décernant le doctorat honorifique de l'université de Heidelberg. Les services de santé de Virginie firent l'éloge du programme de stérilisation nazi. En 1934, le docteur Joseph Desjarnat déclara ceci : « Les Allemands sont en train de nous battre à notre propre jeu. » Et pendant ce temps, dans l'Allemagne nazie, la stérilisation ouvre la voie au meurtre des malades mentaux à coups d'injections mortelles. L'aboutissement de ce processus sera la solution finale, plus de 6 millions de morts. Cela ne fait aucun doute, les nazis ont bien été influencés par les pratiques américaines. Jamais je n'aurais cru une chose pareille. J'avais toujours pensé que les nazis avaient inventé ça tout seuls. Ça m'a paru tout à coup terriblement ironique de lire dans des rapports qui avaient été écrits bien avant la Deuxième Guerre mondiale tous ces grands discours sur l'eugénisme et de voir qu'on battait déjà des records de stérilisation. Après la guerre, les stérilisations n'ont pas cessé, mais on s'est mis à employer d'autres mots. Doris Buck, la sœur de Carrie Buck, a été l'une des premières personnes que j'ai interrogées. J'ai vu aussi son mari, Matthew Higgins. Ils venaient juste d'apprendre que Doris avait été stérilisée. Ils avaient essayé toute leur vie d'avoir des enfants, et quand ils ont compris qu'ils n'en auraient jamais, ils ont adopté leur neveu et leur nièce. Mais ils ne s'en remettent pas. J'ai réalisé très clairement pendant l'interview que ce programme avait quelque chose de monstrueux. Je veux dire que c'était déjà terrible de stériliser les retardés mentaux. Mais c'était encore bien pire de stériliser et de ruiner la vie de gens qui n'avaient aucun problème, ni mental, ni social. Le simple fait d'entrer en contact avec les victimes nous a demandé des efforts colossaux. Ces gens ont subi une série d'humiliations et de blessures très profondes. D'abord, on les a internés. Ensuite, l'administration a décidé qu'ils étaient trop abjects pour avoir des enfants. Donc, nous ne nous sentions pas le droit d'aller les dénicher. Il fallait que ce soit eux qui aient besoin de venir vers nous. Mais les journalistes ont déniché des gens. Alors, quand ils en dénichaient, ils leur disaient « Vous devriez contacter l'association ». Mary Bishop, journaliste au Roanoke Times, a voulu retrouver les victimes. 13 ans après, cette affaire la bouleverse encore. Je me suis mise à consulter les rapports de justice des années 20 et des années 30. Je voulais trouver des personnes qui avaient été stérilisées par la colonie, mais qui s'en étaient tout de même sorties. Le nom de Jesse Frank Meadows a retenu mon attention. J'ai consulté l'annuaire de Lynchburg et j'ai trouvé un certain Jesse F. Meadows. Je l'ai appelé et je lui ai dit « Voilà, j'aimerais vous rencontrer pour vous parler ». Il m'a répondu « Très bien, venez tout de suite ». Alors j'y suis allée le jour même, mais je ne suis restée qu'1 heure. Ce qu'il m'a confié était tellement dense et tellement triste aussi. La mère de M. Meadows est morte en couche quand il avait 13 ans. Son père s'est vite remarié. Seulement sa belle-mère a décrété qu'elle ne voulait pas élever les enfants. Elle voulait qu'il s'en aille. Lui, il a été envoyé à la colonie de Lynchburg. Il n'avait que 17 ans. C'est en 1940 qu'on l'a interné.
Bonjour, Monsieur Meadows. Comment allez-vous? Je suis bien contente de vous voir. Moi aussi. Belle journée, hein? Oh, le joli chiot. Quelle chaleur. Oui, mais nous avons cette petite brise, comme toujours. Ils m'ont emmené dans la salle d'opération. Ils m'ont fait des piqûres. Les médecins sont arrivés et les infirmières m'ont examiné pour voir si j'étais assoupi. Et ils se sont mis à couper. Vous regardiez? Ouais. Après, je suis retourné dans la salle numéro 10. Et j'ai été malade pendant une semaine ou deux. J'avais du mal à marcher. Certaines personnes réagissaient très mal à l'opération. Et on devait les ramener à l'hôpital. On leur faisait des piqûres et on leur donnait de la pénicilline. Monsieur Meadows aurait adoré être père. Ça aurait été un très bon père. Il adore les enfants et ça lui manque terriblement. Il est très triste de ne pas en avoir eu. Quelle cruauté. J'aurais pu vouloir avoir des enfants un jour. La vie est dure. Hein. Il y avait un garçon, ils l'ont emmené à l'âge de 15 ans et ils l'ont menacé de lui faire la même chose. Sa mère et son père ont pris des avocats, ils l'ont fait sortir avant qu'il lui fasse quoi que ce soit. D'autres garçons, eux, se sont enfuis et ils sont entrés dans l'armée, rien que pour échapper à ça. À Lynchburg, les détenus en bonne santé étaient de corvée. Les garçons, préposés aux travaux de ferme pour la colonie, qui leur versaient un salaire de misère, 25 cents par semaine. Les filles servaient au réfectoire et donnaient un coup de main dans les salles de soins. De nombreux détenus faisaient l'objet de trafic. On les envoyait travailler à l'extérieur de la colonie pour des salaires d'esclaves. J'ai cru que j'en sortirais jamais. D'après ce que j'entendais, je ne devais pas en sortir. Ils disaient qu'ils avaient besoin de mon travail. Ils disaient qu'il n'y avait pas assez de peintres et qu'ils me garderaient jusqu'à qu'ils trouvent quelqu'un d'autre. Je devais donc peindre jusqu'à qu'ils trouvent quelqu'un d'autre. Ils m'ont donné une augmentation, mais j'ai jamais eu plus de 25 cents par semaine. À Lynchburg, on punissait aussi, et sévèrement. Parmi ces punitions, le cachot. Les détenus étaient ainsi isolés dans de minuscules cellules, et ce jusqu'à 90 jours d'affilée. Tête rasée, une blouse d'hôpital sur le dos. Dans les cellules, rien d'autre qu'un matelas et une bassine, pour leurs besoins. Je n'aimais pas cet endroit, alors je me suis enfuie. Et quand je suis revenue, ils m'ont mise dans un cachot. Ils m'ont mise là et j'y suis restée un certain temps. Et ils sont allés chercher une autre malade et ils l'ont mise avec moi dans le cachot. C'était vraiment sadique de leur part, j'étais morte de peur. Et puis un jour, j'ai vu quelque chose. Je ne donnerai pas de nom, mais j'ai vu une personne, je dis une personne parce que ça sonne mieux, battre l'autre malade, qui était un peu simple d'esprit, vous voyez. On l'a mise dans une camisole et on lui a tordu les bras dans le dos. Et vous savez, ils se promenaient toujours avec des grosses clés accrochées à leur poche. Et ils ont battu la malade avec une clé comme ça. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, l'autre malade était morte.
Alors j'ai demandé qu'est-ce qui est arrivé avec Marie. On m'a répondu, eh bien, elle est décédée. Mais vous savez, je pense qu'ils l'ont tuée à coups de clé. Et j'avais peur de dire quoi que ce soit. Parce qu'ils m'ont dit que si je disais un seul mot, ils me feraient la même chose. Je crois bien que c'est la pire chose que j'ai vue. Il y avait une école à la colonie de Lynchburg. Certains détenus recevaient un enseignement rudimentaire, un minimum qui les aiderait par la suite. Pendant 25 ans, Charles Wills fut professeur à Lynchburg. La société disait, nous pensons qu'il n'est pas bon que de telles personnes continuent à avoir des enfants incapables de se prendre en charge. Alors à cette époque, la loi les autorisait à venir à la colonie. Et là, nos psychologues et nos assistantes sociales les accueillaient. On observait leur évolution dans cet environnement. Ensuite, le psychologue, l'assistante sociale, les infirmières et l'équipe médicale se prononçaient sur les différents cas. Par exemple, on disait, chez celui-ci, on relève un dérèglement héréditaire. Il faut stériliser. Mais là encore, je vous raconte des choses qui sont du ressort des médecins. J'essaie d'adopter un point de vue de pédagogue, moi. Si l'on prend par exemple le cas d'un garçon qui n'aurait pas pu dépasser un niveau intellectuel primaire, on se dit qu'il aurait pu faire un métier banal, travailler dans les champs, cueillir des pommes ou du tabac. C'est vrai, mais il aurait eu du mal à gérer son argent. Alors, dans un cas pareil, eh bien, ils optaient pour la stérilisation. L'État de Virginie nia toute responsabilité quant aux conséquences de ce programme de stérilisation. Mais l'Association américaine pour la défense des libertés civiques ne désarma pas et engagea des poursuites au nom des victimes. Quand on a mis la main sur des victimes, l'État de Virginie a commencé à se déchaîner. Nous voulions consulter les archives médicales, mais on n'a pas cessé de nous mettre des bâtons dans les roues. Le gouverneur de l'époque, M. Dalton, a d'ailleurs déclaré à la presse « Je ne vais pas me mettre à inciter les gens à se battre contre l'État ». À ceux qui appelaient pour avoir des informations, on disait « Pourquoi vous mettez votre nez là-dedans? Cette histoire n'est pas glorieuse, vous ne gagnerez jamais un procès contre l'État ». L'acharnement de Judy Crockett finit par payer. Nous avons découvert, quand nous avons finalement pu consulter les archives, qu'ils avaient instauré une espèce de tribunal sauvage. L'adolescent passait devant quelqu'un qui incarnait le juge. Aux côtés de l'adolescent, quelqu'un d'autre faisait la partie civile et était censé plaider sa cause. Commençait alors un semblant d'audience où l'affaire était débattue. Mais je n'en suis pas revenue quand j'ai découvert que c'était tout sauf une audience. La plupart des gens m'ont dit qu'à aucun moment on ne leur avait parlé de stérilisation et que jamais on ne leur avait demandé leur accord pour quoi que ce soit. Quand on s'est mis à consulter les rapports d'audience, on a bien vu qu'ils avaient complètement négligé les règles de base en matière de procédure médicale. La plupart du temps, la personne censée défendre les adolescents ne les avait en fait jamais rencontrés. Elle n'avait jamais discuté du problème avec eux. Elle ne leur avait même jamais parlé, tout juste si elle connaissait leur nom. Le président d'audience. Quel âge avez-vous? Le garçon. 17 ans. Depuis quand êtes-vous ici? Environ 8 mois. Vous allez à l'école? J'y allais, mais j'ai arrêté. Vous aimez le cinéma? Oui, monsieur. Vous aimez les bandes dessinées? Oui, monsieur. Voyez-vous un inconvénient à ce qu'on vous opère? Non, monsieur. Très bien, au suivant. Le président d'audience. Quel âge avez-vous? La fille. 16 ans. D'où venez-vous? De Richmond. Depuis quand êtes-vous ici? Depuis 5 mois. Vous vous y plaisez? Oui. Vous savez ce que c'est que la stérilisation? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Ils m'ont demandé, vous savez pourquoi on fait cette réunion? J'ai dit non, monsieur, je n'en sais rien.
Ils m'ont dit, eh bien, c'est le genre de réunion qui précède une opération importante. On le fait pour votre bien. C'est comme ça qu'ils m'ont présenté les choses. Alors j'ai dit, si c'est pour mon bien, je suis d'accord. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Les enfants savaient qu'on ne les relâcherait pas avant la stérilisation. On a retrouvé des documents, pas des rapports d'audience, mais d'autres documents qui disaient « Elle ne peut pas encore être rendue à sa famille car la stérilisation n'a pas eu lieu. Nous attendons qu'elle soit stérilisée pour la relâcher. » Après leur séjour à l'hôpital, ils reprenaient les cours de notre école, normalement, comme si de rien n'était. Permettez-moi cette remarque, mais la stérilisation d'un individu n'éteint pas sa flamme intérieure. Selon moi, c'était juste une procédure, en fait, pour empêcher les gens d'avoir des enfants anormaux, des enfants qui ne s'adapteraient pas à la vie en société. Étant donné le choc qu'ils subissaient, le monde autour d'eux se mettait à basculer. Ils ne pouvaient pas s'en remettre. Et ce qui ne les quitterait plus jamais, c'était de savoir que pour l'administration, ils n'étaient que des déchets, des bons à rien. Avoir des enfants était un objectif central pour ces gens. On leur avait toujours dit qu'ils en auraient et ils voulaient en avoir. Avec des enfants, leur vie aurait été complètement différente. Beaucoup de femmes ont pensé que leur mariage avait échoué pour cette raison, et je crois que c'est vrai. Elles ont eu le sentiment de ne pas être des femmes à part entière, vous voyez. Je crois que j'y suis restée environ 16 ans. 1958, j'y suis restée jusqu'en 58. Et après, je me suis mariée. Il est venu et il m'a sortie de là, pour m'épouser. En y repensant, c'était la plus belle époque de ma vie. Lui et moi, on s'est mariés, et je lui ai raconté mon histoire. Je lui ai dit qu'on m'avait rendue stérile et que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Mais à ce moment-là, il disait que ça n'avait pas d'importance, il m'aimait comme j'étais. Alors on est restés mariés pendant une dizaine d'années, 10 belles années de mariage. Et puis après, il a décidé de divorcer. Et moi je me disais que c'était parce que j'étais stérile que notre mariage capotait comme ça. Parce que vous savez, il aimait les enfants. Oui, il aimait les enfants. Alors moi je me mettais sur mon lit et pleurais. Parce que je ne pouvais pas lui donner ce qu'il voulait. Je voulais lui donner un fils qui porterait son nom. Parce que les hommes, ils veulent tous avoir un fils qui porte leur nom. Je pleurais, mais il me disait, « T'en fais pas, chérie, tout va s'arranger. » Mais avec les années, je ne sais pas pourquoi, mais il a changé d'idée. Alors il a divorcé et il s'est remarié. Mon histoire s'arrête là. Les stérilisations en Virginie ont duré 45 ans. Elles n'ont cessé qu'en 1972. Au total, 8300 victimes ont été recensées. Judy Crockett et ses collègues ont travaillé pendant 5 ans pour que la loi soit officiellement déclarée non constitutionnelle et que l'État de Virginie assure aux victimes des soins pour combattre la stérilité. Au bout du compte, leurs efforts se sont soldés par une victoire partielle. Je dois avouer que j'ai été déçue. On a très vite compris que le juge ne déclarerait pas anticonstitutionnelle une loi validée par la Cour suprême. Mais ce que j'aurais aimé obtenir, ce sont des excuses sincères du gouverneur au nom de l'État de Virginie. Ça faisait trop longtemps que les victimes avaient été stérilisées ou qu'elles s'en étaient aperçues pour qu'on obtienne des indemnités. Mais ce qu'on a réussi à obtenir, c'est que la radio, les journaux, diffusent des messages d'information. On disait aux gens qui avaient été internés et avaient subi une opération dans ces années-là
de contacter l'administration. La Virginie a tout de même accepté de dispenser gratuitement aux victimes une sorte de suivi psychologique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'aurait jamais accepté de leur payer des soins pour remédier à la stérilité. Carrie Buck, stérilisée sur décision de la Cour suprême en 1927, a quitté Lynchburg. Elle s'est mariée et a travaillé comme gouvernante. À la mort de son premier mari, elle a épousé Charles d'état-mort. Ils sont revenus à Charlottesville. On sait qu'ils ont vécu dans une misérable maison qui n'avait ni chauffage, ni eau courante. Carrie a finalement été envoyée dans une maison de retraite en 1982. C'est là que Paul Lombardo l'a rencontrée. Elle venait juste de tenir le rôle de la Vierge Marie dans un spectacle de Noël. Carrie est morte peu de temps après, en janvier 1983. Quelques rares personnes ont assisté à son enterrement, qui a eu lieu sous une pluie glacée. Le docteur Lombardo était parmi ces quelques-là, le seul à connaître le drame. Tout avait commencé par le viol de Carrie en 1923. Tout s'était terminé par sa stérilisation forcée en 1927. Dans le cimetière de Charlottesville, le docteur Lombardo a découvert 2 pierres tombales qui avaient un lien avec l'histoire de Carrie. L'une d'elles portait le nom de ses parents adoptifs, les Dobbs, dont le neveu avait violé Carrie. C'était le père de sa fille, Viviane. Après le départ de Carrie à la colonie, les Dobbs avaient adopté Viviane. Et à côté, sur une minuscule pierre tombale, étaient gravées les lettres suivantes. V, A, E, D, les initiales de Viviane Alice Helen Dobbs. La fille de Carrie était morte tragiquement à 8 ans, des suites d'une maladie intestinale. Paul Lombardo apprit que Viviane allait à l'école Venable à Charlottesville. Il y chercha donc les preuves de sa prétendue faiblesse d'esprit. Pour finir, je suis donc venu à l'école Venable et j'ai retrouvé les bulletins de Viviane. Ils ont confirmé ce que j'avais toujours soupçonné. La famille Buck ne comptait aucune génération d'attardés. Ni 3, ni 2, ni même une seule. Viviane en était d'ailleurs la preuve vivante, puisqu'elle fut même inscrite au tableau d'honneur de cette école. À l'histoire de Carrie Buck vient s'ajouter un étrange post-scriptum. Le docteur Harry Laughlin, l'homme qui avait témoigné contre Carrie, fut en quelque sorte rattrapé par son passé, devenu l'un de ces êtres qu'il voulait à l'époque stériliser. Atteint d'une grave épilepsie, il fut remercié par son employeur, le bureau d'études eugéniques de Long Island. Les travaux de ce bureau d'études avaient été dès 1935 discrédités par une équipe de scientifiques indépendants. Ils en avaient jugé les méthodes et les conclusions non satisfaisantes du point de vue de la recherche génétique. Les fondateurs de la colonie de Lynchburg voulaient construire une société propre et ordonnée, une société dont on aurait excisé les problèmes d'un coup de scalpel. Lors de l'affaire Buck, ces hommes n'hésitèrent pas à avancer de fausses preuves pour légitimer la stérilisation obligatoire. Ils infligèrent à des adolescents qu'ils étaient censés prendre en charge des opérations inutiles et ils les dépossédèrent de ce qui était en leur pouvoir, avoir des enfants. Seul un sage pourrait prendre ce genre de décision. Mais nul d'entre nous ne pourra jamais dire ce qui fait qu'une personne est bonne, ni ce qui fait sa valeur. Nous sommes trop enfermés dans nos préjugés, dans nos habitudes. Et puis nous pourrions perdre cette belle variété, ce désordre merveilleux qui fait notre monde. Nous pourrions devenir horriblement ordonnés, mettre nos défauts sous clé et ainsi perdre ce que nous avons de plus précieux, de plus excitant et de plus imprévisible.